Alors bonjour à tous, donc pour introduire ce nouveau thème d'histoire intitulé, donc c'est le thème 3, Société et culture de l'Europe médiévale du XIe au XIIIe siècle, j'ai décidé donc de vous réaliser une petite vidéo dans laquelle j'ai voulu poser le cadre spatial et le cadre temporel avec les dates à savoir, les dates majeures qu'il vous faudra retenir, mais aussi et surtout pour vous montrer qu'à partir du XIe siècle, donc à partir de la période médiévale, l'Église occupe une place qui est omniprésente sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez suivre cette vidéo à l'aide de votre manuel, donc pages 76 et 77, dans lesquelles sont résumés tous les éléments que je compte aborder sur cette vidéo. Donc avant tout, pour comprendre la situation de l'Europe au XIe siècle, il faut avant tout remonter au IXe siècle, donc à partir de l'an 800. À partir donc de l'an 800, l'Empire carolingien est à son apogée et le chef de l'Empire franc, qui est Charlemagne, se fait sacrer empereur à Rome par le pape. Cette alliance entre l'Empire carolingien d'un côté et le pape de l'autre va aboutir à une expansion de la chrétienté latine sur l'ensemble de l'Europe centrale. Cela aboutit à un conflit entre deux grandes puissances européennes qui sont la chrétienté occidentale dominée par le pape à Rome et d'un autre côté l'Empire byzantin en Europe de l'Est, principalement en Grèce. Cette rivalité va amener l'Empire byzantin à se détacher de l'autorité papale en 1054 et adopter leur propre religion qui reste chrétienne, que l'on appelle l'orthodoxie. On parle du schisme de 1054. À partir de cette date, donc à partir du milieu du XIe siècle, ces deux religions chrétiennes européennes vont rentrer en concurrence. Elles vont rentrer en concurrence dans l'évangélisation et la christianisation des peuples païens. Encore aujourd'hui, cette division est encore visible car les Polonais sont majoritairement catholiques, tandis que les Russes aujourd'hui sont principalement orthodoxes. Nous avons donc, d'un côté, au XIe siècle, un christianisme occidental, appelé catholique ou latin, qui est dirigé par le pape, évêque de Rome, avec une langue de culte qui est le latin. Et de l'autre côté, un christianisme oriental ou orthodoxe, avec à sa tête le patriarche à Constantinople, qui utilise le grec comme langue de culte. Alors le clergé est constitué pour les orthodoxes des popes et pour les catholiques des prêtres. Alors sur le plan géographique, en Europe, le continent est divisé. On peut y repérer trois grandes religions. D'abord, bien sûr, la religion catholique, avec Rome pour capitale spirituelle. Ensuite, nous l'avons dit, à partir du schisme, la religion chrétienne orthodoxe en Orient, avec sa capitale qui est Constantinople. Et enfin, n'oublions pas quand même qu'il y a l'islam qui est présent en Europe, au sud de la péninsule ibérique. Sur le plan politique, au XIe siècle, l'Europe catholique est extrêmement morcelée et fragmentée. En 843, le traité de Verdun divise définitivement l'Empire carolingien. Peu à peu, cet empire qui était autrefois puissant se disloque au profit de petites principautés, de petits seigneurs. Et face à l'affaiblissement de l'autorité impériale, donc carolingienne, le seul en mesure de maintenir une certaine autorité sur l'ensemble de l'Europe catholique, c'est le pape. L'Église, qui signifie ecclesia en latin, ecclesia qui veut dire l'assemblée des fidèles, elle représente une force unificatrice. Et dès le milieu du Xe siècle, donc vers 950, le pape va imposer son autorité face aux seigneurs locaux
et imposer ce que l'on appelle la paix de Dieu pour pacifier la société et canaliser la violence aristocratique. Alors, parmi les royaumes les plus influents et les plus connus, on pourrait citer bien sûr le royaume de France, le royaume capétien, qui est certes minuscule. Il ne faut pas croire que le royaume capétien correspond au territoire français actuel. C'est une région qui équivaudrait à l'Île-de-France et le bassin parisien. Donc nous avons le royaume capétien. Nous avons également le Saint-Empire germanique, qui est également lui aussi morcelé en petites principautés autonomes. Rappelons quand même aussi le duché de Normandie, qui a eu une importance grandissante tout au long du XIe siècle, car ce sont les ducs de Normandie quand même qui ont fondé le royaume d'Angleterre. Au XIe siècle, le duc de Normandie était bien plus puissant et bien plus riche que le roi de France. On pourrait également évoquer d'autres seigneurs influents comme le comte de Toulouse, celui de Barcelone. On pourrait parler du royaume d'Aragon également, qui sont tous très puissants, le royaume de Bohême à l'est, au début de l'an 1000, donc au début du XIe siècle. Car il ne faut pas oublier que de l'autre côté de la Méditerranée, le monde musulman est lui aussi à son apogée, avec le rayonnement de plusieurs dynasties, comme les Seldjoukides en Turquie ou les Almoravides au Maghreb. Donc dès 1070, moins de 20 ans après le schisme, le pape va renforcer son pouvoir et mettre en place ce que l'on appelle la réforme grégorienne, dans laquelle il va redéfinir précisément le statut de l'Église catholique. À partir de cette date, les prêtres, par exemple, ne pourront plus se marier. Et des papes comme Grégoire VII ou comme Urbain II à la fin du XIe siècle, ils vont ancrer le pouvoir de l'Église sur l'ensemble de la société médiévale. Cette énergie guerrière va être canalisée par la paix de Dieu et par la réforme grégorienne qui va également s'appliquer à l'extérieur des limites de la chrétienté. Dès le début des années 80, la reconquête de la péninsule ibérique, la Reconquista, est entreprise avec la prise de Tolède par Alphonse le Batailleur en 1085. Et à la fin du XIIIe siècle, le royaume de Castille parvient à s'emparer de la quasi-totalité de la péninsule, et ceci à l'aide notamment d'ordres militaires qui sont influents comme les Templiers, bien sûr, mais aussi comme les chevaliers de l'ordre de Santiago au Portugal. En Italie également, l'influence du patriarche byzantin recule au profit de l'autorité du pape, et dès le XIIe siècle, donc 1100, toute la péninsule ibérique devient catholique. Il en est de même pour la Sicile, qui était musulmane, et qui tombe sous l'autorité des Normands. Mais en réalité, l'entreprise la plus importante et la plus spectaculaire, vous la connaissez, c'est la première croisade, qui a été promue par Urbain II en 1095 à Clermont. Cette croisade était destinée à libérer la Terre Sainte, et plus particulièrement la ville de Jérusalem. C'est une première opération militaire qui est destinée à unifier et à fédérer la société chrétienne autour du pape. En 1099, donc, commence le début de la première croisade, où des milliers de chevaliers donc catholiques prennent la direction de l'Orient pour délivrer les terres du Christ des musulmans et pour le salut de leur âme. Enfin, n'oublions pas tout de même, à la fin du XIIIe siècle, le pape souhaite également poursuivre le processus de christianisation de l'Europe de l'Est. Et c'est à ce moment-là que les chevaliers teutoniques commencent à s'imposer face au royaume païen de Lituanie dans l'espace donc de la Baltique
Ces croisades se manifestent également à l'intérieur de ce bloc catholique, notamment les croisades des Albigeois, avec la répression des Cathares par Philippe Auguste, donc au sud-ouest de la France actuelle. Et d'un point de vue culturel maintenant, cette nouvelle puissance de l'Église passe par un renforcement de l'encadrement des fidèles, de l'encadrement pastoral. C'est la période où l'Europe se couvre d'un grand manteau blanc d'église. De nombreux villages apparaissent qui s'organisent autour du bâtiment de l'église. Et ainsi, la foi et la question du salut de l'âme, que nous reverrons ensemble en cours, devient le moteur et devient la première préoccupation de l'homme médiéval. Le pèlerinage devient une étape essentielle dans la quête du salut, et plusieurs routes sont créées pour mener à ces lieux de pèlerinage. Beaucoup vont à Rome, mais aussi à Saint-Jacques-de-Compostelle. Signalons aussi des lieux où la religion a un poids extrêmement fort. Donc, bien sûr, Conques, que nous étudierons ensemble, et bien entendu également le Mont Saint-Michel, en Normandie. Enfin, il ne faut pas bien sûr oublier que la période du XIe et du XIIIe siècle est fortement marquée par le développement du monachisme, donc le développement de monastères, avec l'affirmation du clergé régulier dans la réforme grégorienne. Donc le développement de moines. Il existe deux ordres religieux majeurs à partir du XIe siècle. D'abord l'ordre des bénédictins, avec Cluny, et également l'ordre des cisterciens avec l'abbaye de Cîteaux. Mais n'oublions pas tout de même que le XIIIe siècle, donc le dernier siècle que nous étudions ensemble, est marqué par l'apparition d'autres ordres religieux mendiants, et parmi les plus connus, nous avons bien sûr les franciscains, mais aussi les dominicains. Enfin, le culte des reliques est sans aucun doute la manifestation sociale et religieuse la plus évidente de ce besoin de sacré. Nous en reparlerons en cours de ce culte des reliques. Mais sachez tout de même que certaines reliques sont des objets très convoités de par le pouvoir magique qu'elles peuvent accorder et qu'elles peuvent être une source d'enrichissement qui sont considérables. Alors pour en finir avec notre présentation, je vais essayer de récapituler ce chapitre sur une frise chronologique, avec d'abord donc le sacre de Charlemagne en 800, et donc une frise chronologique qui se termine à la fin du XIIIe siècle, en 1300. D'abord, rappelons le conflit croissant avec Byzance, qui aboutit au schisme de la chrétienté en 1054. La réforme grégorienne en 1073, qui est probablement un des marqueurs les plus forts du renforcement du pouvoir papal, lié notamment à cet affaiblissement des Carolingiens et du morcellement politique de l'Europe qui permet au pape de s'imposer sur l'ensemble de l'ouest du continent européen. En 1095, Urbain II organise la première croisade, et rappelons aussi les dates d'un pape très important qui est Innocent III, qui a eu une influence immense, notamment concernant la lutte contre les hérésies, et parmi ces hérésies, rappelons celle contre les Albigeois en 1209. Donc merci pour votre écoute, nous nous revoyons à la rentrée, passez de bonnes vacances.